Eh ben, bonjour à tous. Vous êtes nombreux, c'est bien. Donc je vais vous parler aujourd'hui de blockchain et de la blockchain Ethereum en particulier et de comment on peut s'en servir pour faire des choses. Pas simplement transférer de l'argent d'un compte à l'autre, vous verrez que c'est beaucoup plus riche. Euh, une petite intro. Donc moi, je suis Mathias Herbert, je suis cofondateur et CTO d'une société qui s'appelle Sense, qui fait une plateforme que j'ai présentée en partie l'année dernière avec Quentin ici, qui est une plateforme qui permet de gérer et d'analyser des séries temporelles. Alors là, vous vous demandez quel est le lien entre les séries temporelles et la blockchain. Vous allez voir qu'il y a un lien, et c'est pour ça que je suis ici. Alors, j'ai été, enfin, j'ai découvert la blockchain Ethereum en 2014. Lors d'une conf qui s'appelait NIPConf, qui était organisée par Benoît Curdy, qui était ce matin en amphi, et où moi je présentais ce qu'on faisait avec. Alors la société s'appelait pas Sense à l'époque, elle s'appelait Citizen Data, mais c'était la même chose. On faisait de la collecte de données sur du textile intelligent. Et il y avait un autre talk qui était fait par Stéphane Tual. Stéphane Tual qui était le Chief Operating Officer de la fondation Ethereum. Et donc j'ai regardé son talk et je n'ai absolument rien compris. Mais alors absolument pas. Donc vous verrez dans les références, dans les notes, j'ai mis un lien vers la vidéo de sa conf. Si vous arrivez à reconnaître Ethereum dans ce qu'il présente, faites-moi signe. Parce qu'il parlait de web sans les serveurs, etc. Enfin, c'est absolument incompréhensible. Et donc je me suis dit, bah, c'est incompréhensible, mais pour qu'on l'invite, c'est qu'il doit quand même y avoir un fond d'intérêt dans la chose. Et donc j'ai regardé. Et j'ai appris et je suis tombé dans le terrier et j'y suis encore. Alors un petit peu d'histoire sur la blockchain Ethereum. Alors une des premières blockchains, même s'il y a des précurseurs qui s'apparentent à des blockchains avant, une des premières blockchains qui est devenue célèbre et dont on parle aujourd'hui, dont on parlera sans doute de plus en plus à l'avenir, c'est celle du Bitcoin. En 2008, peu après la crise financière, il y a un pseudonyme qui écrit un article sur un newsgroup dédié à la crypto. Le pseudonyme s'appelle Satoshi Nakamoto. Et il écrit un article en disant j'ai mis au point un système qui permet d'échanger du cash entre personnes et qui règle un problème capital qui faisait qu'on ne pouvait pas faire de cash électronique avant, qui est ce qu'on appelle le double spend. C'est-à-dire comment est-ce que vous mettez au point un système qui permet de garantir que vous transmettez quelque part la propriété d'un bien numérique avec la garantie que ce bien numérique n'est pas recopié. Et comme il s'agit là d'argent, que la personne ne peut pas le dépenser, d'où le nom double spend à loisir, ou même plus que ça. Donc il définit cette blockchain qui s'appelle le Bitcoin, qui est une blockchain qu'on appelle, enfin basée sur ce qu'on appelle des UTXO, des Unspent Transaction Outputs. En gros, ce qu'il faut retenir de ce qu'est une blockchain UTXO, c'est une blockchain dans laquelle vous allez vraiment avoir l'équivalent des pièces de monnaie que vous allez transmettre. Et donc vous allez quelque part créer des pièces, et c'est ces pièces que vous allez à un moment donné dépenser. Quand vous dépensez une pièce, en gros vous la cassez en deux. Il y a une partie que vous donnez à la personne à qui vous devez de l'argent, et l'autre partie de la pièce, les deux devenant de nouvelles pièces, devient votre rendu de monnaie. D'accord ? Et l'intégralité de la blockchain du Bitcoin, elle est basée sur cette notion de unspent transaction outputs, avec de la crypto bien évidemment, qui permet de valider que vous êtes le propriétaire d'une sortie de transaction non dépensée, donc une fameuse UTXO. Elle est construite là-dessus et elle s'échange en fait des UTXO entre les personnes qui transactent. Donc ça c'est le principe. Donc la blockchain Bitcoin, son premier bloc, ce qu'on appelle le bloc Genèse, a été créé le 3 janvier 2009. Et depuis le 3 janvier 2009, sur la blockchain du Bitcoin, il est créé en gros un bloc toutes les 10 minutes. Et ces blocs, ils contiennent des transactions. Et ces transactions représentent une valeur monétaire qui s'échange entre acteurs. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Vitalik Buterin, qui est à gauche ici, qui s'est intéressé assez tôt au Bitcoin et qui a créé un magazine qui s'appelait Bitcoin Magazine, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse aujourd'hui au Bitcoin, mais à l'époque s'intéressait à un peu tout ce monde émergent des crypto-monnaies.
Et donc, il écrit des choses dans Bitcoin Magazine. Il est payé en Bitcoin, qui valent rien à l'époque, mais il est payé en Bitcoin. Comme ça, finalement, il s'imprègne de toute la culture et de toute la technologie autour de la blockchain. Et puis, assez vite, il se rend compte que ces blockchains qui sont basées sur ces fameuses UTXO, finalement, elles sont assez limitées en termes d'usage. On ne peut pas faire grand-chose. On peut effectivement transmettre ces UTXO d'une personne à l'autre, d'un compte à l'autre, mais on ne peut pas faire des choses beaucoup plus avancées. Et donc, en 2013, un peu frustré par cette limitation de la blockchain du Bitcoin, Vitalik Buterin écrit un article qu'on appelle aujourd'hui le Ethereum White Paper, dans lequel il décrit un système qui va bien au-delà de ce que peut faire la blockchain du Bitcoin, qui décrit une blockchain qui permet de faire des applications décentralisées et, comme le disait la conf de Stéphane Tual à NIPConf, du web sans les serveurs. En face de ce papier qui, quelque part, décrit la vision, il y a un acolyte de Vitalik Buterin qui s'appelle Gavin Wood, qui écrit un autre paper qui s'appelle le Yellow Paper, qui est quelque part l'implémentation du White Paper. Donc c'est les détails techniques de comment on va réaliser ce qui est décrit dans le White Paper. Donc c'est un peu la pratique. Vitalik a fait la théorie et Gavin a fait la pratique. Donc ça, c'était en 2013. En 2014, les choses se structurent un peu. Il y a la création, alors c'est bucolique, hein, c'est la Suisse. C'est le canton de Zug, qui est un peu l'épicentre européen, voire mondial, hein, du monde de la crypto. Il y a énormément de fondations qui se sont installées à cet endroit-là, dont la fondation Ethereum en 2014, et une structure qui s'appelle ETHDev, hein, qui est faite par Gavin Wood, qui est destinée à implémenter Ethereum, qui, elle, était en Allemagne. Donc là, on a fait un peu de chemin. Et donc, en 2014, avec cette structuration de la fondation Ethereum, il y a une token sale qui est faite pour amener de l'argent dans la fondation Ethereum. Et donc, ce qui est fait, c'est que la fondation Ethereum va mettre en vente, à travers de ce qu'on pourrait considérer comme une ICO, même s'ils ont pris des précautions juridiques pour que ça n'ait pas la couleur d'un actif type action. Donc ils ont fait une vente d'Ether, qui est le token associé à la blockchain Ethereum, où les gens pouvaient acquérir 2000 Ethers pour la modique somme d'un Bitcoin, et ils pouvaient investir entre 0,01 Bitcoin et 500 000 Bitcoins. Bon, alors ça paraît démesuré, hein, mais voilà, il y avait des gens qui avaient amassé beaucoup de Bitcoin parce qu'ils avaient miné du Bitcoin au tout début de la blockchain, et puis ça valait pas grand-chose. Donc cette vente se termine avec l'émission d'environ 60 millions d'Ethers pour une contrepartie de 31 530 Bitcoin, le Bitcoin valant à l'époque à peu près 570 $. Donc, à la fin de la vente, la fondation Ethereum était a priori plus riche d'à peu près 18 millions de $, ce qui devait lui permettre de vivre. Bon, étant donné qu'ils n'ont pas vendu tout de suite, au final, ils ont eu beaucoup moins d'argent. Mais il y a quelque chose qui est excessivement important à retenir de cette vente de tokens, c'est la finalité avec laquelle ils ont vendu le token. C'est-à-dire que la finalité de l'Ether au départ, c'était pour payer les transactions, donc c'était pour payer les frais d'interaction avec cet ordinateur global qui était la blockchain Ethereum. D'accord ? Ce n'était pas du tout une monnaie. Et ça, c'était excessivement important parce que ça voulait dire que juridiquement, ce n'était pas caractérisé dans la case dans laquelle on va mettre les actions, les parts de société non cotées, etc. Mais c'était vraiment un token qui avait une utilité technique, et ça a permis en gros à Vitalik Buterin et aux autres membres de l'Ethereum Foundation de ne pas finir en prison. C'est quand même assez intéressant comme truc à côté. Alors, le problème des blockchains, c'est que c'est basé sur de la cryptographie. Donc, ça, quelque part, il faut un peu faire de cryptographie.
Alors, je vous rassure, je vais passer vite, hein. Il y a des slides qui sont un peu violents à regarder, mais je vais mettre l'accent sur les choses importantes, parce qu'il y a des choses qui sont très très importantes à comprendre. La première chose qui est importante à comprendre quand on parle de blockchain, c'est la notion d'arbre de Merkle. Alors, un arbre de Merkle, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre comme ça, qui est généralement un arbre binaire. Ce n'est pas tout à fait vrai dans le cas de la chaîne Ethereum, on verra tout à l'heure. Mais c'est un arbre binaire où, en fait, à chaque niveau de l'arbre, on met une empreinte de hachage, donc un hash d'un contenu, d'accord? Et le nœud au-dessus, c'est le hash des deux hashes d'en dessous. Et donc, on a quelque chose, on a une structure qui permet de faire un certain nombre de choses, notamment de vérifier l'intégrité d'un ensemble de transactions, par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on peut vérifier l'intégrité? Parce que si vous changez n'importe lequel des hashes qui sont dans le bas, eh ben, celui qui est en haut, il va changer. Ce ne sera pas le même. D'accord? Donc si vous avez un arbre que vous reconstruisez et que vous ne tombez pas sur la même valeur que celle qu'on vous a donnée, vous savez que quelque part dans l'arbre, il y a un truc qui ne va pas. D'accord? Et pour prouver qu'un hash est effectivement bien dans l'arbre, on peut faire ce qu'on appelle une preuve de Merkle légère, donc une light Merkle proof, qui va il va simplement falloir prendre, elle va être constituée uniquement des hashes qui sont colorés là, puisque avec ces hashes colorés, ben, on peut reconstruire la racine. D'accord? Puisque on a les niveaux intermédiaires. Alors, dans le cadre de la blockchain Ethereum, la fonction de hachage qui est utilisée quasiment partout, elle s'appelle Keccak 256. C'est un dérivé de SHA-3, je vous passe le détail. L'autre élément, alors ne vous inquiétez pas, et celui-là est impressionnant, mais ne vous inquiétez pas. L'autre chose importante quand on parle de blockchain et de la majorité des crypto-monnaies, c'est de comprendre ce que c'est que de la cryptographie à courbe elliptique. Alors, la cryptographie à courbe elliptique, c'est très simple. C'est une courbe qu'on appelle une courbe elliptique de formule y2 égale x au cube plus ax plus b, qu'on va plonger, au sens mathématique du terme, dans un corps fini. C'est-à-dire qu'on va en gros prendre l'espace dans lequel on dessine la courbe et on ne va considérer que certains points qui correspondent à des éléments de cette structure mathématique qu'on appelle un corps fini. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il y a des choses, il y a des règles qui sont assez simples sur une courbe elliptique. Par exemple, pour ajouter deux points, le point P et le point Q, on trace un trait. Géométriquement, on trace une droite entre les points P et Q, on tombe sur un point qui est moins la somme des deux, on le projette selon l'axe des abscisses et on retombe sur un autre point de la courbe qui est la somme des deux points P et Q. D'accord? Et donc ça permet de faire des choses assez simples. Donc vous oubliez maintenant tout ça, on s'en fiche. La seule chose qui est vraiment intéressante à avoir en tête, c'est que contrairement à d'autres systèmes comme RSA, etc., dans lesquels il faut des clés privées, on est sur de la crypto à clé publique, hein, donc vous avez une partie clé privée, une partie clé publique. Contrairement à d'autres systèmes dans lesquels il y a des contraintes très très fortes sur la clé, qui doit être un nombre premier, etc. Dans le cadre de la cryptographie à courbe elliptique, ce n'est pas le cas. Une clé privée, c'est un entier D qui est entre 1 et n-1, où n est l'ordre de la courbe, c'est-à-dire le nombre de fois que vous pouvez ajouter un générateur pour générer l'ensemble des points qui contiennent la courbe. Donc ça permet de générer des clés privées de façon beaucoup plus simple, ce qui est un énorme plus. Et compte tenu du problème qu'il faut résoudre pour essayer de retrouver la clé privée d'après la clé publique, ça permet d'avoir des clés privées qui sont aussi plus compactes que d'autres systèmes, comme RSA par exemple. Bon. L'autre chose importante à avoir en tête, c'est que sur la base de ces clés privées et de ces courbes elliptiques, on va générer des signatures qui vont permettre de valider l'authentification des parties et puis la validité d'une transaction, par exemple. Alors, je vous passe le détail de comment c'est fait, vous pourrez regarder après. Alors, qui a déjà interagi avec la chaîne Ethereum? D'accord, pas mal. En 2014, Stéphane Tual a posé cette question, on ne pouvait pas interagir puisqu'elle n'existait pas. Donc il a dit qui connaît? Personne ne connaissait. Donc pour interagir avec la chaîne Ethereum, il y a un outil avec lequel vous avez sans doute été
amené à agir, qui s'appelle MetaMask, qui est une extension de navigateur. Alors, ça marche dans Chrome, ça marche dans Firefox. Et quelque part, ce MetaMask, ça va être le gardien de votre clé privée ou de vos clés privées, qui va permettre de générer des signatures et donc d'interagir avec cette blockchain Ethereum. Le petit truc qui est à droite, là, c'est pas une clé USB, c'est ce qu'on appelle un hardware wallet. Donc c'est une enceinte cryptographique dans laquelle on va pouvoir stocker des clés privées et qui est matérialisée physiquement par un device que vous devez connecter à votre ordinateur, éventuellement pour indiquer à MetaMask, enfin pour partager à MetaMask le fait que vous êtes détenteur d'une clé, mais votre clé ne va pas quitter votre wallet hardware. Alors, il s'avère que celui-là, c'est un Ledger, c'est fait par une boîte française qui s'appelle Ledger, qui est un des deux gros acteurs sur ce marché-là. Il y a une autre boîte qui est dans les pays de l'Est qui s'appelle Trésor, qui fait un peu la même chose. Si vous n'êtes pas dans une logique de jouer avec la chaîne Ethereum, dépensez un tout petit peu d'argent pour acheter un Ledger, au moins vous pourrez dormir tranquille. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pourriez être amené à faire des choses. Alors, ces outils, que ce soit MetaMask ou que ce soit un Ledger, quand vous allez les initialiser, vous allez rentrer ce qu'on appelle une seed phrase. Une seed phrase, c'est une représentation qui est assez simple à mémoriser, ou en tout cas à écrire, qui va contenir de l'entropie, de l'aléatoire, à partir duquel on va dériver un ensemble de clés privées qui seront associées au compte géré par votre instance de MetaMask ou par votre Ledger. D'accord ? Donc c'est généralement 12, 15, 18 ou 24 mots qui sont choisis dans une liste de 2048 mots qu'on appelle BIP39, BIP voulant dire Bitcoin Improvement Proposal. Et à partir de cette liste de mots, on va reconstituer un ensemble de bits d'entropie, et ces bits d'entropie, on va les passer dans du hachage pour dériver des clés privées. Alors, cette seed phrase-là, elle est valide, ne l'utilisez pas, mais elle est valide. Mais ne l'utilisez pas, sérieusement. Il y en a 2-3 autres qui sont comme ça. Il y en a une qui s'appelle all, c'est pareil, ne l'utilisez pas. Mais il y a des gens qui l'utilisent quand même, quelquefois. Alors avec ce que vous allez apprendre après, peut-être que vous pourrez faire un bot qui regarde si quelqu'un l'utilise et que si quelqu'un dépose des éthers là, ben, vous les aspirez. Ça fait partie des choses qu'on peut faire. Alors, maintenant, plus de cryptographie maintenant. Maintenant, ça y est, vous êtes au point sur la cryptographie, donc on va pouvoir rentrer dans le concret. Donc, une blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de blocs, une chaîne de blocs, d'accord? En fait, c'est un arbre de Merkle. C'est-à-dire que vous avez un bloc qui va être représenté par son hash, un nouveau bloc qui est en cours de constitution pour lequel on va trouver un hash, et hop, on va avoir un nouveau hash qui va être un hash qui est dérivé de ces deux hashes-là. Et comme ça s'empile. D'accord ? Donc l'idée d'une blockchain, c'est d'en faire un registre distribué, sécurisé, inviolable, partagé et public. On pourra rajouter des qualificatifs, je pense, mais ceux-là sont déjà suffisants. Ces blocs sont chaînés, et la façon dont on va sceller la sécurité de ces blocs, donc la façon dont on va garantir que ce n'est pas simple de modifier la chaîne, c'est au travers d'un algorithme de consensus qui va faire qu'un ensemble de nœuds distribués vont s'accorder pour dire que oui, effectivement, on est tous d'accord de faire grossir la chaîne avec ce nouveau bloc. Et au fur et à mesure que les blocs s'enchaînent comme ça, c'est de plus en plus difficile d'aller modifier les anciens, puisque si vous allez modifier un ancien bloc, il faut modifier tous ceux qui sont après. Alors, la blockchain Ethereum, je l'ai dit tout à l'heure, elle est différente de la blockchain du Bitcoin. C'est-à-dire que ce n'est pas une blockchain qui est basée sur des unspent transaction outputs, c'est une blockchain qui est basée sur un état global, qu'on appelle le world state, et des comptes. C'est-à-dire que plutôt que de vous émettre des pièces de monnaie, on garde simplement trace du solde qui est associé avec chacune des clés privées qui ont interagi avec la blockchain.
Donc ces comptes sont soit ce qu'on appelle des EOA, donc Externally Owned Addresses, soit des contrats intelligents. Enfin, intelligents, avec un QI de poule. Donc l'idée de la blockchain Ethereum, c'est que toutes les 14 secondes, on va créer un nouveau bloc, et que ce bloc, c'est un ensemble de transactions qui vont faire évoluer l'état global d'un état A vers un état B. D'accord ? Et donc, toutes les 14 secondes, il y a des transactions qui interagissent avec des contrats, qui déplacent des choses d'un compte à l'autre, et donc qui font évoluer cet état global. Alors, le premier bloc de la blockchain Ethereum, il a été émis le 30 juillet 2015, dans l'après-midi. Et donc depuis, de la même façon que le Bitcoin, enfin la blockchain du Bitcoin en produit un toutes les 10 minutes, la blockchain Ethereum en produit un toutes les 14 secondes, à peu près. Alors il y a énormément de nœuds qui participent au réseau Ethereum, plusieurs milliers. On ne sait jamais vraiment combien il y en a, parce qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, etc. Et parmi ces nœuds, il y a ce qu'on appelle des mineurs, et il y a d'autres nœuds que tout le monde appelle aussi des mineurs, mais qui ne sont pas des mineurs. D'accord ? Si vous avez une carte graphique et que vous avez miné de l'Ethereum, à moins que vous l'ayez miné en août 2015, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas un mineur. Pourquoi vous n'êtes pas un mineur ? Parce que le rôle du mineur, c'est de prendre des transactions, de constituer des blocs et d'essayer de trouver un nombre aléatoire qui fait que le hash de ce bloc a une certaine caractéristique. Soit il est inférieur à une valeur, soit il a un certain nombre de zéros, enfin c'est le rôle des mineurs. Et ce travail fait tout seul, quand vous avez des milliers de nœuds, eh ben c'est très très compliqué à faire. Donc au lieu d'avoir que des gens qui sont des mineurs, il s'est constitué ce qu'on appelle des pools de minage, et des gens ont contribué leur puissance de calcul à ces pools de minage. Et donc il y a des mineurs qui effectivement construisent des blocs, et il y a des hashers qui, eux, font des calculs bêtes et méchants pour essayer de trouver quelque chose. Donc le mineur dit au premier hasher, toi tu vas regarder entre 0 et 1000 pour les nombres aléatoires, toi entre 1001 et 2000, etc. etc. Et c'est comme ça que le système gagne en sécurité, puisque vous avez énormément de nœuds qui font du travail, et donc la nécessité de faire du travail, enfin la quantité de travail à fournir pour réussir à modifier la chaîne dans le passé est extraordinairement grande. Donc ce mécanisme-là, c'est de la proof of work, qui a des détracteurs, bien évidemment, du point de vue environnemental, parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc il y a un effort qui est en cours depuis 2016 sur la blockchain Ethereum pour essayer de la passer à un autre mode de consensus qu'on appelle proof of stake, donc preuve d'enjeu, qui devait sortir en juin, qui vraisemblablement est repoussé à l'automne et qui peut-être sera repoussé encore plus loin. Alors un bloc dans la blockchain Ethereum, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça, c'est en gros un ensemble d'informations avec un header, un core. Le core contient des transactions, donc la liste des transactions qui sont dans le bloc, et le header contient un certain nombre d'informations, plus des racines, des arbres de Merkle, de l'arbre de transaction, de l'arbre de reçu et de l'arbre de l'état global. Bon, c'est juste pour que vous ayez une idée comme ça. Alors, autre point important dans la blockchain Ethereum, contrairement à celle du Bitcoin qui est assez idiote, puisqu'elle sait juste échanger des pièces d'une personne à l'autre, dans la blockchain Ethereum, il y a une machine virtuelle qu'on appelle l'EVM, Ethereum Virtual Machine, qui est une machine à pile qui permet d'exécuter des programmes. Donc, l'interaction avec cette machine virtuelle se fait pendant les transactions. Les transactions ont un certain nombre de choses qu'elles peuvent faire. Alors, elles peuvent interagir avec la pile, puisque c'est une machine virtuelle qui est basée sur une pile. Elles peuvent interagir avec une zone qu'on appelle la mémoire. Et puis, elles peuvent interagir avec le stockage persistant de la blockchain Ethereum, qu'on appelle le storage. Ces transactions, elles peuvent accéder à un certain nombre de variables environnementales, elles peuvent savoir à quel bloc on en est, quelle est la clé publique du mineur qui est en train de miner le bloc, quelle est l'heure approximative, quel est le hash des 256 blocs précédents, et puis quelques autres qui peuvent aussi être présentés un intérêt. Elle a la possibilité, quand elle exécute un programme, de laisser ce programme appeler d'autres programmes qui sont aussi des programmes de type smart contract.
Donc, ils vont donner lieu à l'instanciation d'une nouvelle EVM avec un nouvel état, etc. Elle offre aussi un mécanisme de logging qui permet de remonter des événements pour expliquer ce qui s'est passé pendant une exécution de transaction. Mais elle ne permet pas, et ça c'est excessivement important à comprendre, elle ne permet pas de faire des appels externes. Donc vous oubliez, vous n'allez pas faire un appel HTTP pour aller récupérer la température qu'il fait à Paris ou le cours du Bitcoin ou machin. Ça, c'est pas possible. Et donc c'est un modèle d'exécution qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait de la programmation. C'est-à-dire vous êtes dans quelque chose qui est sandboxé et très restreint en termes de ce que vous pouvez faire. Alors, bon, ça je vais passer rapidement, mais elle a un certain nombre d'opcodes qui permettent d'interagir avec la pile et puis d'interagir avec les différentes options de stockage, donc le storage, la mémoire, etc. Donc ça, c'est un exemple de programme qu'on va pouvoir trouver sur la machine virtuelle Ethereum. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pousse une valeur qui est 0, donc ça, c'est un opcode qui est 6,0 en hexadécimal, plus la valeur qui est 0,0. On appelle ensuite call data load qui va charger une valeur de 32 octets qui se situe à l'offset 0 des call data de votre smart contract, qui va le poser sur la pile. On va faire la même chose avec l'offset qui est à 32, et on va ajouter les deux nombres. Voilà. Et donc sur la pile, vous aurez une somme de deux nombres de 32 octets qui figurera. Alors je vous rassure, c'est assez rare qu'on écrive ça comme ça. On peut le faire, mais c'est assez rare. Alors le modèle d'exécution de la machine virtuelle Ethereum, c'est pareil. Il y a un terme qui est très mal interprété quand on dit que la blockchain Ethereum est distribuée, c'est qu'on se dit « Waouh, il y a des milliers de machines, donc j'ai la capacité d'avoir plein de puissance de calcul. » Non, ces milliers de machines, elles exécutent toutes la même chose. C'est-à-dire qu'elles vérifient les transactions. Donc elles exécutent les transactions qui sont dans chacun des blocs. Et il n'y en a pas une qui exécute les transactions d'un bloc et puis l'autre qui exécute les transactions d'un autre bloc. Non, elles vont toutes vérifier exactement la même chose et elles vont valider que les changements d'état sont bien cohérents à l'issue de la transaction. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc les transactions vont s'exécuter dans une machine virtuelle Ethereum. Elles vont modifier l'état. L'exécution, puisqu'on ne peut pas aller accéder à des choses extérieures, que vous n'avez pas de génération de nombres aléatoires, etc., on va être sur quelque chose de déterministe. Donc ça, c'est excessivement important aussi, parce que sinon, comment est-ce que vous allez vérifier que le changement d'état est bon si vous avez un lancer de dés en plein milieu de votre programme? Un peu compliqué. Et donc, les mineurs que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont essayer de constituer un bloc? Eh bon, ils vont choisir parmi les transactions en attente celles dans lesquelles ils veulent, enfin celles qu'ils veulent exécuter, et puis ils vont essayer de créer un bloc avec ça. Alors, comment est-ce qu'ils les choisissent? Ils les choisissent en gros pour gagner le maximum d'argent. Alors, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? De deux façons. Il y a un défi, et on va voir tout de suite des frais de transaction qui sont payés, en tout cas, qui étaient payés, enfin, qui sont payés pour partie aux mineurs. Et puis, il y a ce qu'on appelle le MEV, Miner Extractable Value, qui permet aux mineurs de regarder ce qu'il y a dans les transactions et éventuellement de faire du front-running, c'est-à-dire d'agir avant vous en interaction avec un service pour essayer d'extraire plus de valeur. Donc, les mineurs choisissent des transactions, ils minent ces transactions, ils créent un bloc, et ces blocs sont validés par tous les nœuds. Alors, cet état global que j'évoquais tout à l'heure, il est stocké au niveau de tous les nœuds, donc ce qui peut aussi poser un problème. Il y a un espace de stockage par contrat intelligent, et cet espace de stockage par contrat intelligent, alors heureusement tout n'est pas utilisé, mais il peut contenir à peu près non, exactement, 2 puissance 256 clés de 32 octets. Donc vous voyez, c'est plus que d'atomes dans l'univers, donc heureusement tout n'est pas utilisé, sinon on serait un peu embêté. Donc il y a des mécanismes, je vais passer dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais vous pourrez aller chercher avec les liens que j'ai donnés qui permettent de stocker ces choses de façon efficace. Et j'en viens à un concept supplémentaire de la blockchain Ethereum qu'on appelle le gas, l'essence. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à régler un autre problème qui est celui qu'on appelle du halting. C'est-à-dire que si vous avez une machine virtuelle et que vous laissez les gens exécuter des programmes dessus, comment vous garantissez qu'il n'y a pas un programme qui utilise toutes les ressources
ad vitam aeternam. Boucle infinie, par exemple. La réponse qui est apportée par la blockchain Ethereum, c'est ce fameux gas, l'essence, qui fait qu'à chaque instruction de la machine virtuelle Ethereum, vous avez un coût associé, et que quand vous exécutez un programme, vous devez payer le prix associé à l'ensemble des instructions qui sont exécutées. D'accord ? Et donc, ça va vous prélever sur votre compte le montant qui est le montant associé à cette exécution. Donc, chaque opération a un coût, et puis l'interaction avec le stockage a lui aussi un coût, puisque si vous stockez quelque chose dans la blockchain, bah, vous le stockez dans potentiellement des dizaines de milliers d'ordinateurs, et donc ça, il y a un coût associé. Alors, pour que les blocs puissent effectivement être émis toutes les 14 secondes, il y a par bloc une limite en quantité de gaz que vous pouvez consommer. Cette limite, elle est structurellement entre 15 et 30 millions de gaz. Donc vous ne pouvez pas exécuter dans un bloc des transactions qui vont dépenser plus que 30 millions de gaz. Donc en gros, vous ne pouvez pas stocker 30 mégaoctets, par exemple, dans la blockchain Ethereum pendant un bloc, parce que ça vous coûterait plus que 30 millions de gaz, et c'est juste pas possible. Structurellement, vous ne pouvez pas faire. Donc ça va garantir qu'on va pouvoir émettre des blocs à une vitesse relativement régulière. Et il y a un mécanisme de fee qui est dual, c'est-à-dire qu'il y a des frais fixes qui sont déterminés par le fonctionnement de la blockchain, et au-dessus de ça, vous avez le pot de vin que vous payez au mineur, en gros. Donc on appelle le premium. Et donc si vous voulez que votre transaction aille vite, qu'elle soit vite minée, eh ben, vous augmentez ce truc-là. Parce que ça va dans la poche du mineur. Les frais de base, ils sont brûlés, ils sont détruits, et ils participent à la déflation d'Ethereum éventuellement. Le reste, ça arrive dans la poche du mineur. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez quand votre transaction s'exécute, c'est le mineur qui choisit quand votre transaction s'exécute. Si vous êtes radin, potentiellement, elle ne s'exécutera pas. D'accord ? Si vous êtes très généreux, vous pouvez être sûr qu'elle s'exécutera. Alors le problème du prix du gaz Ethereum, c'est que, alors ça c'est un truc qui ça doit être de la semaine dernière, hein, c'est que c'est assez flexible quoi, en termes de prix. Donc vous avez un coût qui était, donc le 11 avril, il était aux alentours de 35 milliardièmes d'Ethereum. D'ailleurs, oui, il est pas en haut, il est en Gwei, oui, il est en Gwei. Donc 35 milliardièmes d'Ethereum, mais vous voyez que c'est monté jusqu'à 2000. D'accord ? Donc potentiellement, vous devez dépenser énormément d'argent pour faire une transaction. Alors, il y a un certain nombre de services qui sont très consommateurs de gaz. Hein. Donc là, si vous regardez OpenSea, j'imagine que vous avez tous entendu parler des NFT. OpenSea, c'est une plateforme de NFT. Dans les 24 dernières heures avant, donc ça devait être le 10 avril, il y a 2 millions de dollars de gaz qui ont été dépensés pour interagir avec la plateforme OpenSea. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Je disais que le gaz, enfin les frais fixes sont brûlés. Donc depuis le début, donc depuis août l'année dernière, qui est le moment où on a passé EIP 1559, donc qui changeait la structuration des frais, il y a 3 milliards, non pardon, attendez, il y a 6 milliards 365 millions de dollars qui ont été brûlés. Alors, on en vient petit à petit aux choses plus intéressantes. Donc, les transactions. Quand vous interagissez avec... Il faut que j'aille vite parce qu'il reste 11 minutes. Donc, quand vous interagissez avec la blockchain Ethereum, vous soumettez des transactions. Et ces transactions, en gros, elles peuvent faire trois choses. Elles peuvent soit transférer des Ethers, et que des Ethers, d'un compte à l'autre. J'ai 3 Ethers, je vais vous en donner 2. Je fais une transaction qui notifie la blockchain que du compte qui est le mien, parce que j'ai signé la transaction, vers le vôtre, on va transférer 2 Ethers. Ça va me coûter un peu plus que 2 Ethers parce qu'il va falloir payer le prix du gaz, mais en gros, c'est ça qu'on fait. Deuxième type de transaction, c'est le déploiement d'un contrat intelligent. Donc c'est en gros, je rajoute un contrat, je rajoute un morceau de code dans la blockchain qui va être appelable au travers de transactions. Et le troisième type de transaction, c'est j'interagis avec un smart contract, avec un de ces fameux morceaux de code qui est déjà dans la blockchain. Et on ne peut rien faire d'autre. D'accord ? Donc, tout ce qui est NFT, tout ce qui est transfert d'un stablecoin adossé au dollar, à l'euro, ou que sais-je encore,
c'est basé sur l'une de ces trois transactions, enfin la troisième en général, un smart contract. Donc chaque transaction a un ID, contient un certain nombre de champs. Alors je vais pas vous détailler les champs, mais en gros vous verrez, il y a un certain nombre de choses. Et quand vous soumettez une transaction à la blockchain Ethereum, votre MetaMask va signer la transaction, éventuellement en parlant à votre hardware wallet, va transmettre cet ensemble d'octets qui contient la signature à un nœud de la blockchain Ethereum. Vous allez entrer, enfin votre transaction va entrer dans ce qu'on appelle le mempool, où les mineurs vont commencer à faire leur marché pour savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le prochain bloc. Et selon la générosité avec laquelle vous avez positionné les frais de transaction, votre transaction va être minée dans un délai plus ou moins long. Et encore une fois, ce n'est pas vous qui allez décider quand votre transaction va être minée. Ça, c'est important à comprendre, parce que dans le modèle, vous êtes habitué à faire une requête HTTP, à avoir un retour. Là, c'est en gros, vous faites une requête HTTP et peut-être que vous aurez la page Google un jour. Ou pas. Ça dépend si vous avez été gentil avec le mineur ou pas. Donc, en face des transactions, puisqu'on n'a pas, ce retour immédiat, il y a ce qu'on appelle un reçu. Et ces reçus de transactions, ça permet de savoir comment s'est passée l'exécution d'une transaction. Donc déjà, est-ce qu'elle a effectivement été minée? Donc en gros, est-ce qu'elle a participé à un bloc et est-ce qu'elle a changé l'état? Et est-ce que ce que j'ai demandé comme interaction a effectivement eu lieu? Dans quel bloc c'était? Combien j'ai dépensé de gaz pour que ça se passe, etc., etc. Éventuellement, quelle est l'erreur que j'ai eue? Parce que il se peut aussi que vous payiez pour des transactions qui ne vont pas jusqu'au bout. Par exemple, parce que vous avez dit, ouais, moi je donne 100 par opération, et puis on commence, et puis, il n'y a plus d'Ether. Eh ben, on s'arrête au milieu. On n'a pas tout fait, vous n'avez pas de changement d'état, vous avez perdu de l'argent, votre transaction, elle ne s'est pas exécutée. Enfin, elle s'est exécutée, mais elle s'est arrêtée. Donc elle n'a pas eu l'effet escompté. Donc dans ce reçu, on va aussi avoir ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire le résultat de l'émission d'événements lors de l'exécution de votre contrat. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des logs, vous verrez, il y a des liens qui vous expliquent ça en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil. Émettre un log, émettre un événement, ça coûte moins cher que stocker des choses dans la blockchain. C'est stocké dans la blockchain, mais vous ne pouvez pas avoir accès au log quand vous exécutez un contrat. C'est-à-dire que le code que vous allez exécuter sur la blockchain, il n'a pas moyen d'aller chercher le reçu d'une transaction. Ça, c'est pas possible. D'accord? Alors, tout ça pour arriver à ça. On va falloir aller vite maintenant parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, les contrats intelligents, ce sont ces morceaux de code qu'on va déployer dans la blockchain et qui vont permettre de faire des choses. Donc, je l'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient un QI de pool. C'est vrai, ils ne sont pas particulièrement intelligents et ce n'est pas réellement des contrats. D'accord? Je ne sais pas qui a imaginé ce nom. Enfin, si, on sait, hein, mais c'était pas vraiment malin, en fait. Parce que les gens s'imaginent des choses qu'ils ne sont pas. Combien de fois j'ai entendu des gens qui me disent « Ah ouais, la blockchain, c'est le truc où on déploie du code. Et puis, par exemple, pour l'assurance, quand ma voiture sort de la zone dans laquelle je suis couverte, automatiquement... » Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ce sont des programmes qui sont exécutés dans la machine virtuelle Ethereum et qui changent l'état de cet état global. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça que ma présentation s'appelle « Coder pour l'éternité », c'est que contrairement au script Python que vous pouvez faire, ou bien à l'appli Node que vous pouvez faire, votre code, il est non changeable, donc il est immuable, et il est potentiellement immortel. D'accord? C'est-à-dire que si vous ne prenez pas des précautions dans la construction de votre smart contract et que vous n'implémentez pas une fonction qui s'appelle self-destruct, vous ne pouvez pas enlever votre code de la blockchain. Pas possible. Et donc vous codez vraiment pour l'éternité. Donc il y a des gens qui ont fait du code et puis ils se sont trompés, ils se sont dit ah, merde. Vous avez bugué pour l'éternité. Donc vous avez des bugs qui traînent. Et si vous vous intéressez un peu à la crypto, il y a eu un bug célèbre en 2016 qu'on appelle The DAO dans l'univers Ethereum, où il y avait un smart contract qui visait à faire une organisation distribuée autonome et dans lequel il y avait un bug. Ce bug n'était pas corrigeable parce qu'il n'y avait pas
Alors, à l'époque, ça s'appelait suicide, mais maintenant ça s'appelle self-destruct, mais il n'y avait pas d'appel à la fonction suicide. Et donc, ce bug, il était là. Et pour éradiquer ce bug, qu'est-ce qui a dû être fait? On a dû faire un hard fork d'Ethereum, c'est-à-dire que Ethereum est ce que l'on connaît aujourd'hui, et l'Ethereum d'avant ce bug est devenu Ethereum classique. Mais le bug sur la blockchain d'Ethereum classique, il existe toujours. D'accord? Et donc, ce qui avait été calculé par la fondation Ethereum, c'est que pour pallier à l'existence de ce bug, il fallait en fait tous les X jours, tous les 23 jours, je crois, avoir une interaction particulière avec le contrat en étant détenteur d'un certain nombre de trucs pour éviter que les gens se fassent avoir. Donc c'était très compliqué. Donc il a été décidé de faire un hard fork. Donc les smart contracts sont des transactions, ils sont créés par des transactions et pour interagir avec, on fait des transactions. Alors comment est-ce qu'on fait des smart contracts? Donc vous avez vu tout à l'heure, les opcodes de la machine virtuelle Ethereum, c'est pas le truc le plus facile à appréhender. Donc bien évidemment, il y a d'autres langages qui existent. Le langage le plus utilisé dans le monde de la blockchain Ethereum, c'est un langage qui s'appelle Solidity, qui est un langage orienté objet, qu'on va mettre en œuvre avec soit des fichiers de texte dans votre éditeur favori, soit des IDE. Alors, il y en a un en ligne qui s'appelle Remix, qui est facile. Sinon, vous avez Truffle qui permet d'interagir en ligne de commande et de faire des choses. Donc, vous allez avoir un compilateur Solidity qui va générer du bytecode pour la blockchain Ethereum. Vous allez interagir avec la blockchain pour déployer votre contrat. Et puis, vous pourrez voir avec un explorateur de blocs qu'effectivement, votre contrat a été déployé. Et une fois que votre contrat est déployé, vous pourrez interagir avec. Un autre truc important à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle l'ABI, donc Application Binary Interface, qui est la description de comment on interagit avec votre smart contract. Donc, ça va définir le nom des méthodes, les arguments qu'elle attend, etc. Alors, le déploiement, je vais passer vite. L'exécution des contrats, je vais aussi passer un peu vite. Juste pour vous dire que vous émettez une transaction. Le mineur va décider à quel horizon il va la miner. Et là, vous vous rendez compte, vous dites « Ah merde, c'est pas ça que je voulais envoyer ». Donc, il n'y a pas de bouton « Cancel ». D'accord? Il n'y a pas de CTRL-C. Votre transaction, elle est dans le même pool. Si vous avez été très généreux avec le mineur, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà minée. Si vous avez été radin, vous avez peut-être une chance. Et cette chance, c'est la suivante, c'est que vous pouvez émettre une autre transaction avec exactement le même numéro, parce qu'en fait, il y a un numéro de séquence dans les transactions. Donc, vous émettez une autre transaction avec le même numéro de séquence, en étant là très, très généreux. Et un mineur va dire « Ah, mais je vais prendre celle-là plutôt, parce qu'entre les deux, celle-là est vachement plus intéressante. » Et là, potentiellement, vous pouvez remplacer la transaction que vous avez émise et que vous voulez annuler ou accélérer par une autre transaction. Alors, ça peut être une transaction qui ne fait rien, auquel cas vous annulez l'interaction avec votre smart contract, ou alors ça peut être la même, mais comme vous avez augmenté les fees, vous allez aller plus vite et elle sera effectivement minée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Mais au final, ça reste quand même le mineur qui choisit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir mis 100 de gaz, mais si vous voyez, c'est quelqu'un qui le met 2000, ben voilà, c'est celui à 2000 qui passera. Alors, notion importante, et pourquoi est-ce qu'une base de données de série temporelle a un lien avec la blockchain? C'est que comme on ne peut pas faire d'appel extérieur, pour avoir ce qu'on appelle des données off-chain qui sont accessibles on-chain, c'est-à-dire auxquelles on peut accéder depuis un smart contract, il faut créer ce qu'on appelle un oracle, c'est-à-dire il faut créer des contrats spécifiques dans la blockchain avec lesquels un élément extérieur, notre base de données de série temporelle par exemple, va interagir pour pousser la température qu'il fait à Paris ou la valeur du Bitcoin. Et le contrat qui a besoin de la valeur du Bitcoin interagira avec ce contrat d'oracle qui lui renverra la valeur qu'il veut lire. Alors, tous ces smart contracts, c'est bien gentil, mais tout seul, c'est un peu embêtant. Donc, on fait ce qu'on appelle des applications décentralisées, qui est la vision d'origine d'Ethereum, qui sont constituées d'un site web avec l'emploi d'une bibliothèque qui va interagir avec un outil comme MetaMask et d'un ensemble de smart contracts avec lesquels on va pouvoir interagir depuis cette interface. Alors, il y a plein d'exemples. Tout ça, ce sont des exemples de smart contracts. Alors, il y en a certains qui sont dans le milieu financier, parce que c'est un des grands pans d'utilisation de la blockchain, mais il y en a d'autres. ENS, c'est un service de nommage. Proof of Humanity, c'est un service dans lequel vous allez prouver que vous êtes un humain. Et si vous arrivez à prouver et que vous maintenez la preuve que vous êtes un humain d'année en année, vous pouvez obtenir un revenu de base qui est versé dans un jeton qui est
fait par ça. Et puis il y a d'autres choses comme Axie Infinity qui sont des jeux où là encore vous avez des applications distribuées avec des smart contracts. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que comme il y a des aspects financiers dans tous les sens, eh ben, les bugs peuvent coûter cher. Là j'ai juste pris 3 bugs dans les 2 derniers mois. Un qui a coûté 326 millions de dollars, l'autre qui a coûté 624 millions de dollars et un autre qui a coûté 181 millions de dollars. Donc si vous faites du code et que votre code a des choses qui ne sont pas terribles, ça peut avoir des impacts qui ne sont pas terribles non plus. Voilà, alors pour conclure juste le futur, on a beaucoup parlé d'Ethereum. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça n'est pas seulement Ethereum, c'est plein de chaînes, plein de blockchains aujourd'hui qui sont compatibles Ethereum. Donc il y en a plus de 150 sur un site qui s'appelle chainlist.org. Et donc le fait qu'elle soit compatible Ethereum, ça veut dire que vous pouvez prendre un smart contract qui a été pensé pour la blockchain Ethereum et l'utiliser sur une de ces autres blockchains avec potentiellement un écosystème un peu différent autour, des frais de transaction potentiellement moins élevés, etc. Et puis la blockchain Ethereum elle-même, elle évolue. Donc on a dit l'algorithme de consensus qui est en train de se modifier. Il y a des chaînes annexes qui se créent pour essayer d'avoir un peu plus de performance quand on interagit avec la blockchain. Et puis la machine virtuelle Ethereum elle-même est en train d'évoluer puisqu'il y a des travaux en cours pour essayer de remplacer en fait les opcodes EVM par un sous-ensemble de WebAssembly, ce qui permettrait éventuellement d'ouvrir à d'autres langages. Alors, avec le bémol de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que des bugs à 600 millions de dollars, je ne suis pas certain que vous ayez envie de faire des programmes très complexes, difficiles à maintenir et difficiles à auditer, quoi. Voilà. Donc j'ai terminé. C'est très dense. N'hésitez pas à me poser des questions. Sur la présentation, vous verrez, il y a des liens derrière qui vous permettent d'approfondir certains trucs. Et je crois qu'il y a un meet-up Ethereum ce soir à 21h. Donc si vous voulez parler d'Ethereum, écoutez, n'hésitez pas.